Bonjour, nous sommes Sandrine et Sylvain du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors, ce nouvel épisode fait partie de notre série Nos galères de voyage. Et justement, on a un invité, notre fils Kevin. Bonjour. Voilà, qui pourra apporter son témoignage. Pour ce nouvel épisode, en fait, on va faire un petit retour en arrière, l'été 2019. En fait, on partait en périple, donc avec nos 4 enfants. On avait prévu, ça faisait un long périple de 8 semaines dans l'Ouest américain. On devait faire une partie seule et une partie avec des amis, une autre en plus avec mon frère et mes cousins. Et en plus, c'était un périple qui nous permettait de retrouver notre fille Carrie, qui était partie passer 1 an à Austin dans une famille d'accueil. Et du coup, voilà, c'était un peu le périple des retrouvailles. Alors, on avait réservé un aller-retour Los Angeles et nous débutions donc seuls à 6 le périple à Los Angeles, hein, Sylvain? Exactement, on arrive à Los Angeles et en fait notre premier vrai objectif dans ce voyage, c'est Yosemite. On voulait retourner à Yosemite depuis un certain temps, il y avait des choses qu'on voulait tenter, des nouvelles balades. Et donc du coup, comme on arrivait de Los Angeles, on s'est dit ok, on va faire rapidement 1-2 jours à Los Angeles, on va monter le plus vite possible sur San Francisco, on va y passer un peu en coup de vent, on va profiter pour faire 2-3 choses sympas et complémentaires sur ce chemin-là. Mais vraiment notre premier objectif, le premier point principal de ce voyage, c'est Yosemite. Yosemite, et notamment effectivement, il y avait une très belle balade qu'on avait déjà conseillée à des clients et qu'on voulait vraiment tester. Donc on part, donc on est à San Francisco, on arrive à remonter jusqu'à San Francisco. Là, on a de la chance, on arrive un 4 juillet, hein, Sylvain, tu te rappelles? Exactement, on arrive le matin, ou là, en milieu de journée du 4 juillet, on passe l'après-midi à découvrir un quartier qu'on connaissait pas trop, qu'on voulait rajouter dans nos circuits. Et du coup, pour la soirée, on se dit qu'on va pouvoir profiter du feu d'artifice. Mais bon, finalement, il fait froid, c'est compliqué, on rentre à l'hôtel, mais on a de la chance. On voit, notre chambre a une baie vitrée et du coup on voit les feux d'artifice de la banlieue de San Francisco. Tout autour de nous, en fait, il y a des feux d'artifice de partout. Donc c'est comme ça qu'on passe la soirée du 4 juillet. Et le lendemain matin, on avait prévu de faire à la première heure Alcatraz, qui était quelque chose qu'on avait été de nombreuses fois à San Francisco, mais on n'avait jamais découvert Alcatraz. Donc on fait Alcatraz et l'idée c'est que dès qu'on a fini Alcatraz, on prend la route et on a 4 heures de route non-stop pour essayer de rejoindre Yosemite et planter la tente dans la soirée. C'est ce qu'on fait, donc on avait prévu 2 nuits au camping pour passer une journée pleine justement à Yosemite. Donc oui. Alors, et là il y a une première petite galère, c'est que on fait nos 4 heures de route, on arrive sur Yosemite et on est quand même le lendemain du 4 juillet, donc probablement le plus gros week-end de l'année à Yosemite. Et à notre arrivée, en entrant dans la vallée de Yosemite, il y a un embouteillage monstre comme on n'a jamais vu de notre vie. Et en fait, on avance tellement peu vite, on est au pas, les voitures les unes derrière les autres. Il faut vraiment voir que le cœur du parc de Yosemite, c'est une vallée. Et dans cette vallée, il y a une loop road, il y a une route à sens unique qui fait le tour de la vallée et qui boucle comme ça. Et on rentre d'un côté et puis les campings sont à l'autre bout de la boucle. Et donc on est sur cette boucle qui est complètement gelée. Et au bout d'un moment, on se dit c'est pas possible, il commence à se faire tard. On sort à la première heure de pique-nique et on va pique-niquer en attendant que les gens s'en aillent et qu'à un moment donné ça va se débloquer. Donc on fait notre pique-nique, mais du coup quand on reprend la route pour rejoindre notre campement, il commence à faire un peu tard et on monte la tente vraiment à la lisière de la nuit et du coup on se couche directement parce que on a vraiment traîné à cause de cet embouteillage. Donc c'est première petite galère, mais rien à voir avec ce qui va arriver derrière. Non, une petite, effectivement. Donc le lendemain matin, en fait, le programme de la journée était construit autour de la balade qu'on voulait effectuer. Et pour effectuer cette balade, qui est le Panorama Trail, en fait, il faut réserver une shuttle.
Et donc, on l'avait réservé à l'avance. Il y a 2 shuttles par jour, une le matin, et nous, on avait choisi celle de l'après-midi. Alors, on n'a pas choisi, c'est bien là le problème, c'est qu'on n'a pas eu le choix. C'est que quand on s'est réveillé pour faire nos réservations, il n'y avait plus de shuttle disponible le matin. Or, c'est clairement celle qu'on conseille parce qu'elle nous laisse ensuite toute la journée pour faire la balade. Le principe de la balade, c'est que tout le monde loge et est au cœur de la vallée du Yosemite, donc en bas. Et la shuttle, elle nous permet de monter jusqu'au Glacier Point, voilà, qui a un point de vue qui surplombe la vallée de Yosemite. Et du coup, normalement, c'est une shuttle aller-retour pour aller voir le Glacier Point. Et là, on prend juste un aller. Et en fait, le retour, on va le faire à pied en descendant à pied toute la vallée de Yosemite, en contournant la crête et en descendant ensuite sur la fin du Mistrel par le sentier des Cascades. C'est une balade qui est prévue normalement de 5 à 7 heures et nous, notre objectif, bien sûr, était de la faire en 4 heures. On était un peu obligés parce que si on l'avait fait le matin, on aurait eu toute la journée, on pouvait prendre notre temps. Mais là, comme on prend la shuttle de 13h30, il y a un petit peu de retard, 14h, on arrive au Glacier Point, il est 15h, 15h30. Donc là, il nous reste plus que 4 heures de jour. Et on se dit que si on ne veut pas rentrer de nuit, il faut qu'on arrive à faire la randonnée en 4 heures. Alors très honnêtement, ça ne nous faisait pas beaucoup plus peur que ça, parce que c'est une randonnée qui se fait quasiment que en descente. Donc elle n'est pas très très difficile, elle est un peu longue, il y a vraiment pas mal de kilomètres, mais c'est que en descente. Et les estimations de temps qu'on avait lues, elles nous semblaient vraiment très conservatrices, très, très pessimistes, et on pensait que vraiment 4 heures, ça devrait le faire. De toute façon, on était un peu obligé parce que sinon, on arriverait de nuit. Donc, du coup, on prend la shuttle à 13h30. Combien de temps on a mis pour monter? 1 heure. Une petite heure. Est-ce qu'il y a encore des embouteillages? Parce qu'il y a toujours ce problème qu'on est le week-end du 4 juillet, qui suit le 4 juillet. Il y a des voitures partout. Et donc, on arrive au milieu de l'après-midi au Glacier Point. On profite du panorama parce qu'effectivement, comme son nom l'indique, Panorama Trail, effectivement, il y a un sublime panorama sur la vallée. Et là, on débute la balade. Comme d'habitude, Silver part en premier. Il ouvre le chemin et moi, je ferme le chemin. Et on part sur un bon pas parce que d'abord, c'est le début, on est en pleine forme. En plus, ça descend, donc aucune difficulté. Donc on se dit, on y va, on marche vite. Parce que on va essayer de gagner le maximum de temps dès le début pour s'avancer le plus possible et ne pas perdre de temps. Alors, ce que j'avais oublié de dire aussi, c'est qu'en fait, notre fils qui faisait des études de cinéma, en fait, je lui avais demandé pendant ce périple de prendre de nombreuses vidéos pour pouvoir illustrer notre quotidien pendant le périple. Donc, c'est un fait important. Donc, on part, donc Silver en tête et nous, on suit. Et là, on fait quoi? On fait 200 mètres, 200, 300 mètres, non, Silver? 400-500 mètres peut-être. Ouais, grand. C'était quand même vraiment le début, le tout début du sentier. On descend et Kevin était resté un peu en arrière justement pour filmer, pour nous filmer en train de descendre et en train de partir. Donc il avait pris un petit peu de retard qu'il s'est empressé de combler en descendant ce sentier un peu abrupt au pas de course, caméra à la main. Et en fait, caméra à la main, et justement, il n'a pas vu même pas un rocher, un gravier ou une pierre, et oups. Au moment où il nous dépasse, on le sent basculer vers l'avant, et là, une belle gamelle, quoi, vraiment une belle gamelle. Ouais, très grosse. On en rigole un peu, mais on sent qu'au moment de se relever, il y a quelque chose qui va pas. Il a un problème d'appui. Et effectivement, en fait, il s'est tordu la cheville. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît avec Kevin, parce que c'est pas la première fois que tu te tords la cheville. Ouais, là, à ce moment-là, c'était la 3e fois que je me la tordais. Et la 2e fois qu'on le faisait c'était la 2e fois que ça m'arrivait aux États-Unis. Donc, on savait déjà comment ça se passait. La dernière fois, en fait, on était allé à un hôpital. On avait demandé à voir un médecin. Le médecin, en fait, était venu, avait dit je vais pas toucher votre fils parce que sinon, il faut qu'on vous fasse payer, etc. Mais on va voir rapidement si ça va. Il m'a fait marcher et en fait il a dit non, il n'y a pas besoin d'aide, achetez-vous une attelle, achetez-vous des béquilles et avec le temps ça disparaîtra. Donc en fait ça m'était déjà arrivé et donc c'était chiant que ça m'arrive à nouveau, mais on savait ce qui se passait. Ouais. Et du coup, on n'est pas paniqué par cette cheville, mais par contre on sent qu'il y a un souci, c'est qu'on est au tout début de la balade, il reste encore 4 heures de marche.
Et là, clairement, il a un problème à mettre le pied par terre, à s'appuyer sur son pied. On sait que ça va se résorber, mais on va pas se lancer sur 4 heures de randonnée avec un pied qu'on peut pas mettre par terre. Donc se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On est encore au début, on peut faire demi-tour. Ouais, sachant que vraiment, nous, on était venus à Yosemite pour tester cette balade pour nos clients. Donc vraiment, alors on sentait que il allait bien, Kevan, hein, c'est juste qu'il ne pouvait pas marcher. Donc du coup, il y a Carrie qui nous propose, dit, bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on scinde le groupe en deux. Vous descendez avec les filles et moi, je vais avec Kevan, je vais rentrer et on se retrouve au camping. Et j'avoue que là, Carrie, donc, elle venait de passer 1 an aux États-Unis, elle était vraiment bilingue. Kevan est voilà, pas du tout bilingue, Mais débrouillard. débrouillard. Et là, pris dans l'enthousiasme de la balade, je dis bah oui, enfin je trouve qu'il n'y a pas de souci. Je me dis bon, ils vont retourner, ils ont de quelques mètres, enfin quelques centaines de mètres à faire. Il y a des pack rangers parce que c'est un point qui est vu. Ils vont voir avec eux et quitte à peut-être éventuellement récupérer la shuttle pour descendre. Oui, on s'était dit que la shuttle, elle restait quelque chose comme une demi-heure en haut avant de redescendre, parce qu'évidemment, les gens qui montent, c'est pour prendre le temps de regarder, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. On s'est dit, s'ils arrivent à remonter assez vite, c'est possible qu'ils récupèrent la shuttle. Alors, bien sûr, ils n'ont pas le billet, mais ils ont quelqu'un de blessé, donc à voir avec eux, mais voilà, se débrouiller pour quitte à payer à redescendre avec la shuttle. Et bon, si jamais ils rataient le retour de la shuttle, bah, il y avait plein de monde, hein, c'était blindé de monde, donc entre un park ranger ou faire de l'autostop, c'était évident qu'ils allaient trouver un moyen de redescendre dans la vallée. Oui, comme notre fille en plus, Carrie, avait été scout, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais rassurée, je me dis c'est bon, ils vont se débrouiller, donc vraiment on part. J'avoue que pour quelqu'un de stressé, là je ne l'étais pas du tout. Ouais, on les voit remonter à deux, Kevin qui s'appuie sur l'épaule de sa sœur pour se hisser lentement le long du chemin. Et puis nous, on part dans le sens inverse, on continue la balade, on part sur le panorama trail, et la balade est juste sublime. Ouais. Exceptionnelle, on fait tout le tour de la vallée en haut, on descend, il y a un petit passage un peu dur, parce qu'à un moment donné ça remonte, et bon on n'a pas l'habitude, on est toujours en train de descendre, donc ce passage-là coupe un peu le souffle, mais ça se passe bien. On passe la première grande cascade qui est magnifique et qui surplombe la vallée. Et on arrive à la portion du Mist Trail qui forme la fin du Panorama Trail. C'est généralement la portion que les gens font depuis le sol de la vallée, c'est-à-dire ils montent sur le Mist Trail et ils font demi-tour et ils redescendent. Et nous, du coup, cette portion-là, c'est la fin de notre... c'est le dernier quart, en fait, de notre randonnée. Donc, quand on arrive sur ce dernier quart, on se dit, oh, on n'est plus très loin, on a bien avancé. Et par contre, on n'avait pas totalement anticipé que ce dernier quart pouvait poser quelques soucis aux personnes qui avaient le vertige. Oui, d'accord, mais bon, j'ai toujours le vertige et effectivement, donc là, on prend un petit peu plus de temps, enfin, je prends un petit peu plus de temps pour descendre, pour me coller bien contre la falaise, et toute personne voulant me dépasser doit obligatoirement me contourner. Et là, donc, on met un petit peu plus de temps. Voilà, et on scinde à nouveau le groupe, parce qu'en fait, quand Sandrine est en panique de vertige, elle ne peut s'occuper que d'elle-même, et en fait, elle stresse pour les autres. Il ne faut pas qu'elle voit ses filles qui, elles, descendent gambades sur le sentier au bord du précipice, falaise, bien sûr. sans aucune peur ou problème. Et donc, du coup, on part devant je pars devant avec les filles. Et on s'avance, on passe le passage un peu compliqué, puis on attend. Et on va arriver, Sandrine qui descend doucement, prenant son temps, laissant passer les gens pour bien, voilà. Et du coup, ça nous ralentit un petit peu. Et quand on a passé la première grosse cascade qui est la Nevada Falls, on arrive à la Vernal Falls qui est la dernière cascade avant la fin du sentier. Et après la Vernal Falls, là le sentier redevient normal. Donc on repart sur un rythme plutôt bon. Sauf que là on sent que le soleil est bas. Voilà, la nuit commence à tomber. Et ce qu'on n'avait pas complètement anticipé, c'est que quand on termine la balade, quand on arrive au fond de la vallée, en fait on n'est pas encore revenu au camping. Ouais. On a au moins 3/4 d'heure de marche. Ouais, peut-être une bonne demi-heure. Oh ouais, une grosse demi-heure pour rejoindre notre emplacement de camping. Parce qu'il faut traverser plusieurs campings, parce qu'on était au North Pine Campground. Donc du coup, on continue. Et au fur et à mesure où on avance vers le camping,
le soleil commence à se coucher et on se dit bon, on va arriver quasi de nuit, mais c'est un peu ce qu'on avait anticipé, mais on est bon, on est dans les temps, de toute façon on est en bas, donc là il ne peut plus rien nous arriver, même s'il fait nuit, on retrouvera notre chemin jusqu'à la tente. Non, et en plus on accélère, et moi j'avoue que j'ai hâte de retrouver Kevan et Carrie. Oui. Donc on accélère aussi le pas. Et on se dit, chouette, on arrive bientôt à notre emplacement, on va les retrouver. Hein. Parce que pour nous, c'est clair, ils sont redescendus et ils nous attendent à la tente, confortablement installés, en train de siroter une limonade et de prendre soin de la cheville de Kevan. Sauf que plus on approche de l'emplacement, plus effectivement on voit l'emplacement, et là bizarrement, il est bien calme l'emplacement, on voit pas de mouvement. Donc bon, on accélère, on dit non, il n'y a pas de souci, pas de souci. Et on arrive à l'emplacement. Personne. Aucune trace. Ils ne sont pas là. Donc probablement, on se dit soit ils ne sont pas encore arrivés, mais là on se dit quand même, ça fait 4 heures. 4 heures pour redescendre en voiture de la Yosemite Valley, ça paraît beaucoup. Soit ils sont revenus et repartis parce que finalement la jambe c'est un problème, etc. Mais là on se dit ils auraient laissé un mot, quelque chose. Ouais. Alors on se dit ils sont peut-être avec au poste de secours de Yosemite Valley, sachant qu'on ne savait pas trop où c'était, mais bon, on interroge, je crois, les voisins pour savoir s'ils ne les ont pas vus, parce qu'on se dit peut-être ils sont venus. Et personne ne les a vus. Donc du coup, là, on se retrouve un petit peu dans l'expectative. Et là commencent de très très longues minutes d'angoisse. Et là, j'avoue que je reviens en arrière, je me remets dans la situation de notre départ, et je me dis, mais... c'est absurde, toutes les décisions qu'on a prises sont vraiment absurdes. Déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, je pense tout de suite au scénario des films d'horreur, où vous savez à chaque fois qu'il y a un fou qui arrive, et là, le groupe décide de scinder. Non, ne jamais se scinder. Là, je dis, mais pourquoi as-tu choisi ce scénario-là? C'est pas possible. Après, je dis, mais attends, Carrie, d'accord, mais elle n'est pas si âgée que ça, elle n'avait pas encore 18 ans. Ok, elle est bilingue, mais bon. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer si ça se trouve... ils sont perdus, je sais pas. Et là, j'avoue que 1001 choses me passent en tête et je commence vraiment à stresser. Alors moi, je stresse pas encore. C'est mais je me dis que voilà, je leur fais confiance. Il y a dû avoir quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai du mal à imaginer quoi exactement, mais bon, il y a forcément eu quelque chose. Donc je me dis, là, de toute façon, on va attendre. Et puis si vraiment, quand la nuit finit par se coucher, on se pose la question de rejoindre les park rangers quelque part pour voir s'ils n'ont pas des nouvelles, etc. Donc on était vraiment, après, dans cet objectif-là, essayer de trouver les park rangers pour essayer de retrouver nos enfants. Parce que c'était vraiment ça. Alors que s'était-il donc passé et justement... Au moment où vraiment on commençait à se dire il faut qu'on agisse et on va au poste de secours, là arrive une voiture et qui se gare juste à côté et sortent Kevan et Carrie de la voiture. Donc gros soulagement, déjà d'une part, ils sont là, ils sont revenus, ils sont entiers a priori et là ils ressortent avec un gros sourire. Et là je vais laisser Kevan et on demande des saucissons. Ah oui. Une première chose qu'on dit, c'est où sont les saucissons? Il faut qu'on donne des saucissons. Ouais. Pour remercier les gens qui les avaient ramenés en voiture, ils avaient promis des saucissons. Donc c'est vrai que nous, on arrive aux États-Unis quand on part en camping avec quelques victuailles françaises qui tiennent un petit peu sans être réfrigérées, donc notamment des saucissons bien secs. Et donc on leur offre quelques saucissons en effet. Ouais. Alors que s'était-il donc passé à partir du moment où on vous a laissé en haut du Panorama Trail? Nous, c'était plutôt en mode colonie de vacances, surtout pour moi. Carrie était évidemment un peu dégoûtée de ne pas faire le chemin. Moi, vu que c'était de ma faute, ça ne me dérangeait pas, ça me faisait marrer. Comme d'habitude, je m'étais fait une entorse pour un rien. La précédente fois aux États-Unis, c'est que j'avais sauté d'un rocher de 50 cm, 1 mètre grand maximum. Ça avait suffi à me tordre la cheville. Et alors là, c'était vraiment en trottinant que j'avais réussi à me tordre la cheville, donc ça me faisait marrer. Ça me faisait d'autant plus marrer qu'avec ma soeur, on galérait à remonter la centaine de mètres qu'il fallait remonter, parce qu'avec un pied en moins, c'est vraiment compliqué. Mais vu que je m'appuie pas sur le pied, il n'y a pas de douleur, donc en vrai, il y a juste du fun et rien de spécial. Donc on arrive en haut. Évidemment, avec le temps qu'on a mis, on ne sait pas trop combien de temps on a mis, mais la shuttle est partie, donc l'option repartir avec n'existe plus. Et en fait, elle a beau savoir parler anglais, on n'a pas cette facilité à forcément parler aux gens, etc. Surtout qu'on ne tombe pas directement sur des park rangers. Et donc, finalement, on arrive à tomber sur un groupe de jeunes
qui sont en train de rentrer dans leur voiture et on arrive à leur parler. Alors, pour revenir aux Park Rangers, moi j'ai le souvenir qu'ils me disaient qu'en fait ils n'avaient pas été sympas du tout, les Park Ah. Rangers. Ouais. Et c'était après, non? C'était à ce moment-là? Non, après. Je me souviens je sais plus plus. de cette Et partie. du coup, enfin, à un moment donné, ah oui, peut-être Non, un c'est peu loin après. dans le chemin. Quand vous avez continué à pied. Ouais, non, à pied. voilà. Bon, ok, bon, je te laisse Ouais. continuer. Donc, bon, pardon. Il semblerait que j'ai effacé une partie de truc, mais donc on demande à ces jeunes qui acceptent et donc on rejoint leur voiture. Donc quand on parle un peu, on se rend compte que c'est des Californiens qui étaient venus ici pour le week-end du 4 juillet. Et bon, ils sont pas très bavards, ils mettent leur musique et à part nous, personne ne met sa ceinture. Et puis on se rend compte en fait, on s'en était même pas rendu compte que c'était une Tesla et qu'ils sont vraiment chill et qu'ils conduisent vraiment sans faire attention alors que c'est à pan de falaise. Et vraiment, ils conduisent n'importe comment. Et on se dit, c'est pas possible, on va mourir. Donc nous, on est attachés, on les écoute, en train d'écouter leur musique, ils prennent pas trop attention à nous, etc. Et on subit le truc et à chaque virage, on fait gaffe, etc. Et on peut rien faire. Et une fois qu'on a descendu, en fait, arrivé dans la vallée, c'est ça? on arrive dans la vallée. Ouais. Et là, comme le jour précédent, énorme embouteillage. Et donc, ils nous demandent, mais on doit vous amener où, etc. Là, on leur explique. Là, ils comprennent qu'il faut se faire tout l'embouteillage s'ils veulent nous amener, alors qu'il suffisait de prendre la première sortie. Et donc, ils se concertent très rapidement et nous disent, on va pas vous garder. On vous dépose. On vous dépose. Donc, dès que nous, on sort, on vous dépose. Bon, nous, on peut rien dire, donc on dit OK. On attend le temps qui nous reste, puis après, ils nous déposent sur le bord de la route. Ils partent. Et nous, de toute façon, vu qu'il n'y a qu'une route, on sait vers où aller. Il y a une énorme route avec toutes les voitures qui s'enfilent. Voici notre chemin. Et donc, on repart. Je m'appuie sur elle et on marche, je sais pas combien de minutes. Temps, ouais. Et on comprend que ça va nous prendre plusieurs heures probablement parce qu'on ne voit pas le bout, quoi. On ne sait même pas à quoi ressemble le bout, mais clairement, il n'est pas là. Il n'y a rien qui ressemble à un camping à l'horizon. Et on va très, très lentement. Mais on sait vraiment pas comment ça va se passer. Carrie commence à se dire comment on va faire, les parents ils doivent s'inquiéter et tout. Moi je me dis que de toute façon mieux vaut s'inquiéter pour nous que pour eux. Donc on continue et à un moment on entend quelqu'un qui crie. On se retourne et quelqu'un a l'air de s'adresser à nous. On s'approche, il était sorti d'une voiture et il nous dit venez avec nous, etc. Bon, au début on hésite parce qu'on connaît pas la personne, plus aussi j'avais beau être extrêmement lent, en fait l'embouteillage était tellement long et lent qu'en fait on voyait qu'on était plus rapide que les voitures. Donc en fait se pose quand même la question, est-ce qu'on continue pas à pied, ce sera plus rapide, les parents nous retrouveront plus rapidement, etc. Puis bon, vu que je m'appuie sur Carrie, je sais plus lequel des deux dit non mais on va pas tenir. Donc non, on accepte. Bon, coup de bol, ils ont l'air très sympas. Ils sont 4, un couple et les parents d'une des deux personnes. Et pareil, ils étaient venus pour profiter du week-end. Et là, ils étaient là pour partir. Ils devaient prendre une sortie un peu plus loin. Donc, ils nous prennent pour le temps qu'il faudra. Et très rapidement, ils réagissent. Ils ont la glacière à l'arrière. Ils vont ouvrir le coffre. Ils prennent des glaçons et hop, on en met sur mon pied, etc. Parce que de toute façon, on peut se permettre de faire ça parce que c'est tellement long qu'on perd 1 mètre, quoi. Donc, ils font ça. Ils nous sortent de quoi grignoter, notamment du chocolat Hershey que Carrie adore. Donc, elle discute. Et là, c'est totalement l'inverse par rapport avec les jeunes. Ça discute très facilement. Eux, ils nous posent beaucoup de questions parce qu'ils font attention à nous, etc. Et donc, on parle beaucoup. Et... puis ils voient à quel point c'est compliqué, etc. Et donc au bout d'un moment ils disent ok, on va tant pis pour nous, on vous amène jusqu'à votre camping. Donc, et ce sera plus long pour nous. Détour, hein. Voilà, ils font un détour, ils rallongent la chose. Et donc je sais plus combien de temps, mais ça a dû être plusieurs heures passées ensemble. On s'entendait très bien. On a parlé de tout, nos vacances, des États-Unis en général, un peu de la France, beaucoup de nourriture évidemment, et donc notamment une conversation sur la nourriture française. Et on remarque que quelqu'un parle du saucisson. Et alors nous on dit on a du saucisson, vous inquiétez pas, on vous donnera, etc. Et donc du coup quand on arrive au camping, c'est la nuit, hein, le temps a vraiment clairement, ouais et bien passé.
Ils veulent nous déposer juste à l'entrée du camping. Nous, on est en mode non, vous avez fait le trajet. Alors évidemment, eux, ils veulent nous déposer au plus tôt pour pouvoir rentrer rapidement chez eux, parce que c'est en pleine nuit et en fait, ils sont pas juste à côté non plus. Et nous, on insiste en mode vous avez fait tout ce trajet, faites un tout petit peu plus et puis vous verrez nos parents, puis on vous donnera le saucisson. Donc ils acceptent et du coup, on arrive dans le camping et là où on devrait être. Alors nous, on savait pas où on était, donc on attend. Puis au bout d'un moment, on reconnaît les parents. Donc on dit c'est là. Ils nous déposent. On sort. Nous qui savons qu'ils doivent se presser, etc. Et tout, on se fait oh, est-ce que vous avez le saucisson ? Le saucisson, il faut qu'on leur donne le saucisson. Vous parlez rapidement, je pense. Et puis ils repartent assez rapidement parce qu'ils sont encore la nuit. Tu te souviens de notre tête ou pas ? Ou pas du tout ça ? Franchement, non, pas trop, non. Non, tu nous avais pas senti angoissé ou autre ou... Non, moi, c'était passé derrière, c'était fini, donc fini, hein. Ouais. Et jamais tu t'es posé la question, est-ce qu'on s'inquiétait ou pas ? Bah si, mais c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'on continue à pied, etc. Mais au bout d'un moment, de toute façon, on voyait qu'il n'y avait pas d'autre option, donc on faisait comme on pouvait, et ce qui comptait, c'était d'arriver à bon port, et après, on verrait pour le reste. Donc voilà, effectivement, voilà un petit résumé de cette grosse galère. Enfin, bon, c'était pas non plus... Alors c'est une galère, mais en fait, elle n'a pas eu énormément de conséquences. C'est vrai que c'est le genre de choses, on se dit, si ça avait été un peu plus grave, si c'était cassé quelque chose, on partait quand même. On était la première semaine sur 8 semaines et demie de vacances. C'était la première grande balade. Non, mais le pire qui aurait pu se passer, c'est qu'il se torde la cheville, mais au milieu de la balade. Là, effectivement, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. Hein. Ça aurait été plus compliqué à gérer. C'est toujours un rappel quand il se passe des choses comme ça, des incidents de ce genre, effectivement, il faut se dire... bien sûr, il faut être prudent, donc il faut éviter de ne pas prendre Kevin pour des balades déjà. Mais il faut aussi toujours se poser la question en fait, il faut être capable de s'en sortir un peu par soi-même, quoi. Alors, quand on dit ça, s'il y avait eu quelque chose de grave, il y a toujours des services de secours dans les parcs nationaux, etc. Là, ce qui était un peu plus embêtant, c'est que quand on est parti tardivement, il ne devait pas y avoir grand monde derrière nous. Je pense qu'on était un peu les derniers à s'aventurer sur le Panorama Trail aussi tardivement. Si on était parti le matin, ça n'aurait pas été un vrai souci parce que des gens nous auraient doublés, auraient pu redescendre en bas et prévenir des park rangers. Bon, évidemment, ce qu'on aurait pu faire dans ce cas-là, c'est que certains seraient restés. Si Kevin n'était pas capable de se déplacer, certains seraient restés avec lui et puis d'autres auraient terminé la balade pour prévenir éventuellement les secours. On part jamais les mains dans les poches, on a toujours de l'eau en quantité, de quoi manger, une couverture de survie, une petite trousse de secours, etc. Donc voilà. On n'a pas de béquilles. Hein. Mais on n'avait pas de béquilles, on n'avait pas d'attel sur nous. Donc voilà, je pense qu'on était quand même relativement bien préparés, mais c'est toujours une petite piqûre de rappel. Attention, on est malgré tout dans la nature et il faut être capable de gérer soi-même les problèmes qu'on peut avoir. Ça nous est arrivé à d'autres fois, quand ça nous est arrivé au Grand Canyon ou autre. Voilà, il faut vraiment savoir qu'il ne faut pas compter sur les autres. Il faut être capable d'assumer les balades qu'on fait et les incidents qui peuvent s'y dérouler. Voilà. Puis ça sert à rien de paniquer ni de s'en vouloir parce qu'en fait ça change rien et ça sert à rien de s'attarder dessus, se dire ah non les vacances etc. Et en fait il faut trouver un nouveau moyen de s'amuser ou de voir le temps passer parce que du coup derrière nous c'est une anecdote qu'on adore raconter avec Carrie qui nous fait extrêmement rire aujourd'hui parce que évidemment je la raconte comme ça, on était beaucoup moins serein sur le moment mais de fait, ça s'est bien déroulé. On n'a pas eu de problème, outre ce qui s'était passé, mais le retour a été long, mais c'est bien déroulé. On n'a pas eu d'accident avec les jeunes. On est tombé bien après. On a rencontré des gens qu'on a adorés. On aime encore en parler aujourd'hui parce qu'on les trouvait c'est super cool. Donc en fait, on a une expérience qui n'était pas du tout celle prévue, mais qu'on a bien aimé. Et en fait, souvent, c'est le cas des galères. Entre la bonne et la mauvaise galère, c'est pas ce qui nous arrive, je pense, mais c'est comment on se la réapproprie derrière. Et puis après, de toute façon, on peut rien y faire. Hein. Ça fait partie des voyages. Voilà, ça fait partie du voyage. Exactement. Ok, j'espère que vous avez apprécié cet épisode sur les galères. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.
Au revoir. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.